Bonjour, 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 c'est mardi, il est 10h30, c'est l'heure de notre live recette de la semaine. Bienvenue, bienvenue sur la page Fanelli, je suis ravie de vous retrouver. Bonjour, qui est connecté avec nous aujourd'hui? Bon, on a connu des journées plus agréables, hein? Il fait tout gris, tout moche et en plus extrêmement chaud, alors on a comme une drôle de lumière aujourd'hui, mais bon, tant pis. On n'est pas là pour la lumière, on est là pour la recette, donc ça devrait se passer correctement. Salut Marina, salut Claudine, bonjour, bonjour Suzanne. Merci Suzanne de votre participation et de vos commentaires dans les recettes. Salut Sophie, pareil, toujours présente. Lisa, ok. Stéphanie, bon, alors, aujourd'hui au programme de notre live, une recette que je dirais France-Québec. Une partie de la recette est vraiment traditionnelle en France, c'est quelque chose qui est assez courant, assez répandu, mais qu'on va essayer aujourd'hui de faciliter avec des ingrédients qu'on trouve partout le plus simplement au lieu de se compliquer la vie. Et une autre, le chutney, qui lui est plus ici parce qu'on mange beaucoup du sucré salé, puis on accompagne souvent les terrines de viande avec un genre de chutney, puis tant qu'à faire, un chutney de rhubarbe, parce que dans nos jardins, en ce moment, c'est la saison, on en a beaucoup, puis on peut faire autre chose que des confitures fraises rhubarbe. On le détourne et on fait un chutney. Bon, donc, terrine de campagne, chutney de rhubarbe au programme. Ça va? Ça vous tente? Je vous rappelle les règles du jeu, on va dire. À la fin de ce live, vous allez retrouver sur la page Fanelli la recette en détail avec les ingrédients, avec les poids, les quantités, les mesures, etc. Donc, dès la fin du live, vous retrouvez la recette sur la page Fanelli. Et tant qu'à y être, on va se le dire 2 minutes. Vous avez remarqué que c'est sûr que les recettes sont écrites directement sur les posts, ce qui n'est pas toujours pour certains pratique ou confortable. Dites-vous, c'est quand même un peu votre livre à vous en attendant d'avoir mieux. Vous savez qu'on travaille sur un site internet. Donc quand le site internet sera là, vous pourrez retrouver toutes vos recettes dans un beau format, bien comme il faut. Mais pour l'instant, il vous suffit de retourner dans l'onglet photo de la page. Puis dans cet onglet, il y a une rubrique recettes. Et là, vous retrouvez toutes les recettes. Il suffit de choisir la photo, le texte apparaît, on appuie sur plus et vous avez tout le descriptif de la recette. Bon, ça c'était la parenthèse organisation. Maintenant, on commence tout de suite par le chutney. Et pendant la cuisson du chutney, on parlera des viandes et des composantes de notre terrine de campagne. Donc, très facile, notre chutney, qu'est-ce qu'on va venir mettre? On va venir mettre directement l'oignon comme ceci. De la rhubarbe, alors idéalement de la rhubarbe fraîche, mais ici c'est j'en avais une série fraîche, puis j'en ai fait pour des essais, puis le reste j'ai congelé. Donc aujourd'hui c'est de la rhubarbe congelée, mais j'ai fait en sorte de bien la laisser décongeler, puis dégoûter, pour pas avoir trop d'excédent de jus. Donc l'oignon, la rhubarbe du jardin, quelques morceaux de beurre, 60 grammes je pense de mémoire qui vont aller là-dedans, comme ceci. Un peu d'assaisonnement, donc là moi je mets sel, poivre, mais surtout un peu d'assaisonnement à l'italienne, mais herbe de Provence, ou thym, ou romarin, ce que vous avez le goût pour y aller à cette étape-là, d'accord? Ensuite, très simplement, on va venir hacher ça 5 secondes vitesse 5, puis on va rabattre pour ensuite mettre à mijoter. Parfait, voyons de quoi ça a l'air. Comme ceci, on en profite pour faire de la place. Alors, donc là, hein, on fait redescendre au fond du bol. Oh, il y a un morceau de beurre qui a voulu y échapper. On le replace au fond comme ceci. Et on y va pour une dizaine de minutes à 120. En sens inverse, comme ceci. Donc 10 minutes à 120 degrés. Hop. 120. On met le sens inverse ou pas, ça c'est vous qui décidez, en vitesse 1. Vous comprenez que sens inverse ou pas, ben, ça va faire que ta rhubarbe va être plus ou moins en morceaux à la fin de la recette. Quelle est la recette? Je répète, on est en train de faire un chutney de rhubarbe avec une terrine de campagne. On a commencé par le chutney de rhubarbe. Donc là, notre rhubarbe est hachée, elle est en train de revenir avec les oignons, puis le beurre, puis l'assaisonnement. Quand on dit chutney, qu'est-ce que ça veut dire? Ah oui, sans le bouchon, en effet, vous avez raison, sans le gobelet, mais avec le panier sur le dessus éventuellement, si on a des éclaboussures, pour laisser évaporer bien tranquillement. D'accord? Quand on dit chutney, qu'est-ce que ça veut dire un chutney? C'est quoi? Parce qu'en fait, chutney, ça peut être plein d'affaires. Chutney, vous savez ce que c'est, hein? Chutney, ça va être comme une confiture salée acide. C'est ça le concept d'un chutney. Ça veut dire que tu peux faire un chutney avec ce que tu veux, du moment que tu retrouves du sucré, du sucré, puis de l'acide. Du salé, pardon, je me suis mélangée, hein, du salé, du sucré, puis de l'acide.
Donc là, ben, la rhubarbe, c'est sûr que c'est acide de base. En général, quand on parle de chutney et d'acidité, ben, c'est surtout qu'on va venir déglacer avec un vinaigre. Ici, un beau vinaigre balsamique noir, mais ça peut être du balsamique blanc, ça dépend des recettes. Et puis le salé, notre assaisonnement. Ce que je vais venir ajouter pour donc l'acidité, on l'a déjà avec la rhubarbe. Pour ce qui est du sucré, on viendra rajouter un peu de sirop d'érable, mais ça peut être du miel également. Et quelques canneberges déshydratées pour donner un peu de couleur, parce que c'est sûr que mon chutney de rhubarbe, il va être vraiment, tu sais, comme vert rosé. Là. Donc les canneberges séchées à l'intérieur, ça va apporter un peu de texture, un peu de sucré, puis un peu de couleur rose à l'intérieur. Si vous n'avez pas de canneberges déshydratées, cranberry pour les Français, normal, hein, en anglais, alors vous pouvez utiliser des raisins secs, bien entendu, ou tu sais, ne pas en mettre. Hein. Une recette, il faut que ce soit facile. Moi, je te recommande ça, mais si tu n'en as pas fait la recette, pareil. Si déjà tu as la rhubarbe, les oignons, le sirop d'érable ou le miel et le vinaigre, tu as déjà en affaire pour faire un chutney. Ça va? Ah, quelqu'un me parle de chutney de figues. Oui, belle idée en fait. De toute façon, je vous dis chutney, ça peut être n'importe quoi. Tu sais, on pourrait faire un chutney d'abricot, un chutney de pêche, du moment qu'on retrouve le sucré, le salé, puis l'acidité. Donc au pire, partez de cette recette aujourd'hui de chutney de rhubarbe, puis amusez-vous avec d'autres fruits, puis ça va fonctionner sans aucun problème. On a souvent de l'oignon aussi dans un chutney, en grosse quantité. Hein. On avait un gros oignon aujourd'hui. Parce que ça va apporter le doux un peu de la recette également, puis le goût de l'oignon confit qu'on aime bien, qu'on retrouve dans le chutney. Est-ce que ça va pour ça, les histoires de chutney? Oui. Un chutney, avec quoi ça se mange? Alors, selon, ça peut se manger avec du fromage. Alors, pas un camembert, là, mais plus un fromage comme du comté ou un fromage à pâte dure, un peu corsé. Sinon, ben, comme aujourd'hui, ça va se manger avec des terrines de viande froide. Ça va très bien aller. Oui, à Noël, on mange le foie gras avec, on peut dire, un chutney de figues ou une confiture de figues ou un compoté d'oignons ou chutney d'oignons, ça va très bien. Ok, alors maintenant on s'attaque à la recette de notre terrine de campagne. Donc une terrine de campagne, c'est une terrine de viande, mais une terrine de viande qui va se manger froide de base. On mange ça à l'apéritif, ou on mange ça en entrée, ou on mange ça dans un sandwich aussi, c'est vraiment bon, avec des cornichons et un peu de moutarde. Et c'est composé de différents ingrédients. Très souvent, quand on parle de... Ah oui, fromage de chèvre avec le chutney, très bon accord, merci, en effet. Très souvent, quand on parle de terrine de campagne ou terrine de viande, vous êtes stressé. Parce que, oh là là, c'est compliqué, ça prend de la gorge de porc, ça prend du ceci, ça prend du cela. Je ne trouve pas ces ingrédients-là, je ne veux pas courir chez le boucher exprès, passer des commandes. Mais on peut faire des terrines de viande très facilement en prenant les ingrédients plus ou moins qu'on trouve à l'épicerie, en ayant des substituts et des équivalents. Ce qu'on veut dans une terrine de viande, c'est avoir c'est du porc en l'occurrence. Hein, aujourd'hui, c'est une terrine de porc. Hein. C'est pas obligé tout le temps, mais souvent dans les terrines, ça va être du porc quand même. Ça peut être poulet, mais il y a toujours le porc un peu pour venir lier. Bref, ce qui est important, c'est d'avoir donc du porc, de la viande, des morceaux, mais également du gras pour pas avoir une terrine trop sèche. Alors, donc qu'est-ce qu'il va y avoir dans notre terrine de viande aujourd'hui? Donc, le porc en morceaux. On va avoir, en général, c'est 300 grammes de chaque. 250, 300 grammes, c'est à peu près, mais il faut que tu aies des équivalents. Donc, 250, 300 grammes de chacun des ingrédients que je vais énumérer pour une belle grosse terrine qui va faire 14 à 16 tranches. Ici, donc, ma viande de porc, c'est de la... Alors, je ne peux pas vous donner le nom du morceau parce qu'on est trop international ensemble sur ce live. Et ici ou en Europe, on n'appelle pas les morceaux de viande de la même façon, donc ça servirait juste à mélanger tout le monde. Puis je dois avouer que même moi, je suis encore mélangée quand je me rends à l'épicerie ici parce que c'est quand même ouf. C'est ça, c'est différent. Puis même d'une épicerie à l'autre ou d'un... Bon. Ce qu'il faut se rappeler, puis pour rendre les choses plus simples, c'est qu'il te faut du porc, mais du porc gras. Voyez-vous mes morceaux? Ça veut dire que je n'ai pas acheté du filet de porc, comme on dit ici, ou du filet mignon de porc, comme on dit en France. Il ne faut pas prendre ça. Tu ne prends pas ça dans une terrine, ça va être bien trop sec. Par contre, j'ai pris du porc à ragoût, du porc à mijoter. Ici, ça s'appelle des tranches de fesses ou des morceaux de fesses ou de jambon, on appelle ça parfois, mais ça reste que c'est le morceau, souvent de la cuisse de porc, où vous voyez, il y a comme des morceaux de gras. Peut-être que je peux prendre une cuillère pour vous tirer un morceau pour que vous rendiez me compte. Vous voyez, on voit qu'on a de la belle viande, mais il y a certains des morceaux qui sont gras. Attention, j'ai dit gras, mais j'ai pas dit cartilage, j'ai pas dit couenne, hein, on retire tout ça, mais on garde les beaux morceaux de gras qu'on voit là sur nos morceaux de porc, d'accord? C'est important. Dans une vraie terrine de campagne, on utilisera de la gorge de porc, mais c'est compliqué, la gorge de porc à trouver, puis ci, puis ça. Avec ça, ça va très bien faire. Est-ce que ça va pour ce qui est du porc? Je vois que vous échangez entre vous et que vous donnez des noms. Oui, oui, arrangez-vous comme vous voulez. On s'en fiche du nom, j'ai envie de dire. Ce qu'il faut, c'est que vous compreniez ce que vous mettez dans votre terrine. Comprendre que si tu mets du porc comme ça, en fait, où il n'y a que du porc trop sec, sans gras, sans rien du tout, ta terrine risque d'être un peu sèche. Puis si elle est un peu sèche, elle risque d'avoir du mal en fait, elle va s'effriter.
quand tu vas la couper parce qu'elle va être trop sèche. Ce qu'il faut, c'est donc utiliser un morceau de porc dans lequel on va avoir des beaux morceaux de gras là-dedans. D'accord? Oui? C'est bon? Ok. De toute façon, paniquez pas avec ça, ça marchera quoi qu'il arrive. Pour contrebalancer tout ça, on va venir rajouter de la chair à saucisse. D'accord? Ça va nous donner du porc et du gras, puis du goût également. Alors pour ce qui est de la partie chair à saucisse, on fait attention. C'est sûr que idéalement c'est de la chair à saucisse de base, nature, ou de la chair à saucisse type saucisse de Toulouse. Mais on ne prend pas des saucisses parfumées comme on peut trouver ici au miel ou ail et je sais pas quoi. Enfin, on prend le plus basique possible dans la chair à saucisse. Ça va? Alors si tu ne trouves pas de chair à saucisse en vrac, il suffit d'acheter des saucisses, puis de couper avec un ciseau le boyau, puis d'éplucher tes saucisses pour récupérer la chair à saucisse. Ça va? C'est bon pour ça? Le porc un peu gras, notre chair à saucisse. Ensuite, toujours dans cette idée de porc, de gras et de goût, ici j'ai utilisé du bacon. Donc vous voyez, c'est des tranches de bacon que j'ai juste coupées en morceaux, du bacon fumé, du bacon pour le déjeuner ici. Mais ça pourrait être des lardons fumés ou salés à votre goût. Ça pourrait être également de la pancetta. Donc là, vous comprenez qu'on s'en va plus dans le côté charcuterie, fumée, grasse, porc. Ça va? 250-300 grammes de cette sorte-là. Est-ce que vous me suivez ou est-ce que je vous mélange plus qu'autre chose? L'idée, c'est de faire les choses simples. Oui? Ça va? Ok. Également, dans la terrine de campagne, il va falloir, alors là, avant d'attraper mon pot, je vous préviens, on ouvre ses chakras, même si on n'aime pas tel quel, même si c'est spécial, c'est nécessaire dans une terrine. Ça va servir de liant, surtout dans une terrine de campagne, ça va servir de liant et ça va être ça le petit kick là, le petit goût qui rehausse. Donc ça prend des foies de volaille. Donc 250-300 grammes de foie de volaille, c'est important. Foie de porc, c'est trop fort à mon sens. Si vous aimez, vous pouvez, mais le foie de porc, ça va être vraiment fort. Les autres foies, pareil. Mais le foie de volaille, c'est très léger comme goût. C'est assez facile à trouver. Ici, par exemple, ceux qui n'en achètent pas d'habitude et qui paniquaient à cette idée-là, en fait, on trouve des foies de volaille dans toutes les épiceries. Par contre, très souvent, on va les trouver au rayon surgelé, dans le coin où il y a les viandes à fondu, puis ces choses-là. Tout en bas, on va trouver très souvent des boîtes de foie de volaille, foie de poulet, bien sûr, hein, c'est la même affaire. Sur l'étiquette, c'est écrit foie de poulet ou foie de volaille. D'accord? Les foies de volaille, donc on peut les dégeler. Moi, c'est décongelé que j'ai acheté, que j'ai dégelé tranquillement. Quand je vais verser, je vais essayer d'éviter d'attraper tout le jus qui s'est donné là-dedans. Mais il n'y a pas besoin d'aller les tripoter, il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit. On les met tel quel, tout va bien. Donc, vous voyez, ça ne sera pas si écœurant que ça. Est-ce que ça va? Oui? Pas compliqué? Bon. Ensuite, dans une terrine de campagne, très important, ça va nous prendre du persil frais de préférence. Si tu n'en as pas, tu mets un peu de persil déshydraté. Un peu, ça veut dire quand même 2 cuillères à table ici dans cette recette. Puis, ça prend un bel oignon et surtout 2-3 gousses d'ail, des belles grosses gousses d'ail comme ça. C'est important. Dans la terrine de campagne, on va chercher ce goût d'ail, de persil, de porc, puis un petit peu de foie en arrière. Je vois passer foie d'agneau. Si vous aimez ça, vous pouvez mettre foie d'agneau. C'est fort, moi je trouve, mais si vous aimez, il n'y a aucun problème. L'avantage, c'est que tu fais ce que tu veux. Encore une fois, si tu comprends ce que tu fais, à toi de t'amuser à changer tes ingrédients. On comprend, je crois, qu'avec les ingrédients que je viens d'énumérer là, il nous faut de la viande avec des morceaux, puis vous allez voir qu'on va être capable de garder des morceaux de viande. Puis il nous faut un liant avec le foie. La chair à saucisse également va servir de liant. Puis pour graisser l'ensemble, graisser dans le sens donner une belle texture, on a notre bacon et le gras de notre chair à saucisse. Ça va? Ensuite, dans une terrine de campagne, on ne trouve pas toujours, c'est la terrine de campagne grand luxe, des pistaches. Donc aujourd'hui, on va rajouter environ 100 grammes de pistaches écalées. Ici, c'est des rôtis salés, mais bon, il faut qu'elles soient écalées, ça c'est certain. Si vous n'avez pas de pistaches, vous pouvez bien entendu faire la recette sans pistaches, ça pose aucun problème. Ou vous pouvez vous amuser à faire des variantes avec d'autres noix sans aucun souci non plus. Ça peut être avec des noisettes ou des amandes entières ou pourquoi pas des pacanes, des noix de pécan ici avec une petite touch de sirop d'érable à l'intérieur de la terrine. Pourquoi pas? Faites-vous plaisir. Est-ce que ça va jusqu'ici? On a également un liant dans notre terrine qui va être notre œuf, donc un œuf à l'intérieur. Ce qui est très important, ce sont les deux ingrédients qui me restent ici. Le sel, il y en a beaucoup, vous allez me dire, et le poivre. Déjà, on va avoir, vous voyez, une belle quantité. Si on part sur 300 grammes de chaque, ça fait quand même du stock. Mais c'est très important de bien assaisonner une terrine, pour deux raisons. Comme je viens de le dire, parce qu'il y a beaucoup de stock, si ce n'est pas assaisonné, c'est archi fade. Parenthèse, je vous reviens. Ici, le chef-nez qui nous appelle. Alors, qu'est-ce qu'il raconte notre chef-nez à cette étape? Ça ressemble à ça. C'est le temps... Hey, veux-tu? Bon.
c'est le temps de venir ajouter notre partie sucrée dans notre chutney. Donc vous vous rappelez, un peu de sirop d'érable, les quantités dans la recette qui va suivre juste après le live. Puis quelques canneberges ou cranberries qu'on va venir placer sèches à l'intérieur. Puis là, on remet quelques minutes à 120 pour venir lier mes ingrédients non sucrés, toujours 120, sans s'inverse ou passe, comme tout à l'heure, c'est toi qui décides, ça n'a pas grande importance, et toujours sans le gobelet. Bon, revenons à notre assaisonnement. Souvent, vous assaisonnez pas assez, on ne va pas rentrer dans le débat trop salé, pas trop salé. C'est les ingrédients qu'on achète tout prêts qui sont trop salés. Mais cuisiner dans la vraie vie, ça prend du sel, il faut. Mais bon, chacun fait comme il veut, là, mais sinon c'est fade. Pourquoi aussi c'est important de surassaisonner cette recette? C'est parce que tu vas la manger froide. Quand on fait une préparation, que ce soit une terrine de légumes, une terrine de viande, que ce soit, voyons, il ne vient rien d'autre là, mais quelque chose que tu prépares, qui va cuire, mais que tu vas manger froid, alors il faut toujours ce que j'appelle surassaisonner. Ça veut dire que, tu sais, on a tous notre habitude de sel, poivre, on ne regarde pas vraiment ce qui est écrit dans la recette, mais on sait comment on sale. Mais quand tu fais quelque chose qui est cuisiné, mais qui va être mangé froid, remets un petit tour de sel, un petit tour de poivre, surassaisonne par rapport à ce que tu as l'habitude. Parce que sinon, ça va être, quand c'est froid, il faut twister l'assaisonnement, sinon c'est vraiment plat. Est-ce que ça va? Oui? Oui, ça sent bon dans la cuisine, Joanne, en effet. Attendez, quand on met le pâté, la terrine de campagne au four, ça c'est intense. Hein? Quelqu'un me demande si on peut mettre des capres à la place des pistaches. Alors, c'est sûr que justement, moi j'ai l'habitude de dire faites ce que vous voulez, amusez-vous, mettez les ingrédients que vous voulez, les ingrédients qui vous donnent le goût. C'est sûr que capres, pourtant Dieu sait que j'adore les capres, je les mange à la cuillère, mais dans la terrine de campagne, je ne suis pas certaine que ce soit un bon accord. Autant ne rien mettre. Par contre, on viendra servir notre terrine avec des cornichons, non pas des cornichons sucrés, mais des cornichons vinaigrés, des cornichons type maille, qui vont venir twister avec notre terrine. Terrine de concombre la prochaine fois, oui, ben c'est ça, ce genre de choses, terrine de concombre ou courgette, il faut penser à bien assaisonner avant de le préparer. Est-ce que ça va jusqu'ici? Oui? Avez-vous des questions concernant les ingrédients de la terrine de campagne? Ce qu'il faut vous dire, c'est que quand on fait une terrine de campagne, là vous avez comme la base. Mais après, tu peux t'amuser autant que tu veux. C'est-à-dire que, par exemple, pendant le temps des fêtes, on pourrait la twister un peu, de deux façons. La première, c'est qu'au lieu de mettre, on met toujours de l'oignon, mais au lieu de mettre beaucoup d'ail et de persil, qui est vraiment la signature de la terrine de campagne, tu peux y aller un peu plus tranquille avec l'ail, puis tu peux y aller vers quelque chose d'un peu plus sucré, un peu plus chic. Mettons que tu pourrais mettre à l'intérieur de la terrine des canneberges déshydratées, des raisins secs déshydratés, pourquoi pas, secs déshydratés, ouais. Abricots secs, pruneaux, alors pas trop grosse quantité. Partez sur la même base de 100 g de pistaches, aimez-moi, 100 g de fruits secs à la place. Pas mal ça, non? Rajoute quelques noisettes ou quelques amandes. Là, tu as une belle terrine un peu différente avec par exemple une confiture de figues ou un chutney d'oignon ou un chutney de figues. Ça peut être une belle terrine à servir pendant le temps des fêtes. Ça va? Oui? Alors, là ça va sonner, donc on va venir déglacer avec notre vinaigre. Vous vous rappelez, chutney égale sucre égale sel et égale acidité. Donc là, on va venir rajouter notre vinaigre, une vingtaine de grammes, je pense, de mémoire, comme ceci, un beau vinaigre balsamique noir, par ici. On referme, et là, pas besoin de laisser tourner trop longtemps. On va programmer environ 2 minutes, toujours à 120, toujours avec le panier pour les projections. Pourquoi je ne laisse pas tourner trop longtemps une fois que j'ai mis le vinaigre? Parce que c'est un peu comme du vin. Si tu laisses tourner trop longtemps, bouillir ou chauffer trop longtemps ton vinaigre, eh bien, on va perdre le côté acidité qu'on recherche. On va récupérer juste le côté doux du vinaigre, surtout dans le cadre du vinaigre noir, qui est un peu du balsamique noir, qui a un fond un peu sucré. Si tu le laisses tourner trop longtemps, tu vas perdre ce côté acide qu'on recherche dans le vinaigre. Ça va? Du coup, je me suis tournée, je n'ai pas vu s'il y avait des questions, mais de toute façon, vous savez que dès cet après-midi, je regarde vos commentaires et s'il y a des questions, ça me fait plaisir d'y répondre. Ou vous avez sur la page Fanelly un onglet « Envoyer un message ». Envoyez-moi un message avec votre question, ça me fera plaisir d'y répondre. Et comme je vous ai déjà dit, je pense que c'est plus intéressant de mettre votre message en dessous de la recette. Comme ça, quand je vous réponds, ça peut servir aux autres, alors que quand vous m'écrivez en privé, c'est en privé. Ok, la terrine. La terrine, il faut la mettre dans un moule à terrine.
Dans la recette, vous verrez, j'ai utilisé un moule, j'ai oublié de le sortir, je voulais vous montrer. Celle qui est sur la photo de l'affiche et que je vais vous présenter aujourd'hui, faite d'avance, je l'avais fait dans ce genre de moule. D'accord? Si vous avez une terrine, une belle terrine avec un couvercle, c'est encore mieux, parce qu'à un moment donné de la cuisson, on va couvrir. Donc on peut le faire dans ce genre, mais ça va faire du coup des très grandes tranches. D'accord? Sinon, on peut faire ça dans un moule à pain ou un moule à terrine. Ici, aujourd'hui, j'ai décidé de customiser un peu ma terrine, c'est-à-dire que ce que vous voyez là, le bel habit de bacon, dans la fiche recette, vous ne l'avez pas, mais j'ai rendu ça encore un peu plus gourmand. Le fait d'habiller, de chemiser ma terrine de tranches de bacon, j'en avais, tant qu'à faire, autant s'en servir. Ça va juste faire un fini un peu plus joli, puis c'est sûr que ça va apporter un croustillant à l'extérieur, mais ce n'est pas obligatoire. Celle que vous avez vue sur la photo de la recette, je l'ai mis dans la terrine ronde sans rien du tout et ça a bien fonctionné. Allons voir le chutney, puis on reviendra à ma terrine bacon. Ok, ici, c'est prêt. Donc, on va venir mettre en pot notre chutney. Ouh. Vous entendez? Il y a Siri qui a embarqué. Désolée, il y a Siri qui est là. Alors, bon, mais c'est bon. Chut. Ok. Comme n'importe quelle confiture, le chutney, quand je vais le verser, va avoir l'air liquide. Mais en fait, en refroidissant, il va prendre. Donc là, on vient verser notre chutney. Vous apercevez les canneberges. Comme ceci. On récupère tout parce qu'évidemment, la rhubarbe, tu sais, comme c'est un peu filandreux, ça fait des petits morceaux autour de ma lame. Donc, je récupère tout comme il faut. Et voici un beau pot de chutney. Quand on verse notre chutney dans notre pot chaud directement et qu'on referme tout de suite notre pot, comme ceci, quand le pot a la bonne taille, parce que là, il est un peu trop gros, mais si tu as un pot à la bonne taille et refermé directement et que tu laisses refroidir sur le comptoir, rapidement, ton pot va faire comme ceci. Ça, c'est pas stérilisé, donc tu descends ça au sous-sol pour le conserver pendant 1 an. Par contre, tant que tu ne l'as pas ouvert, au frigo, ça peut se tenir presque 3 mois, ton chutney. Ça peut se congeler, mais c'est sûr que quand on décongèle, ça perd un peu de... ça rend un peu d'eau, puis la texture est un peu différente. Mais comme ça, dans un pot à la bonne taille, fermé et non ouvert, peut se garder 3 mois au frigo. Une fois que tu l'as ouvert, environ un gros mois, si tu restes propre, là, que tu mets toujours une cuillère propre et que tu ne trempes pas plein de bactéries là-dedans, ça devrait bien faire. Ça va? Donc idéalement, parce que ça donne quand même une jolie quantité, moi je pense que c'est mieux de mettre dans 2 pots plus petits par exemple. Comme ça, tu as une série que tu te sers cette fois-là, puis l'autre, elle se tient 3 mois et tu peux la manger avec autre chose. Est-ce que ça va pour le chutney? Oui? Ok. Alors, voyons de quoi ça a l'air une fois que c'est prêt. Vous voyez la texture, on verra tout à l'heure avec notre terrine. Mais vous voyez, notre chutney, une fois qu'il est fait, il se tient super bien. Miam, hein? Ok, alors, revenons à notre affaire de terrine. Ici, vous allez voir comme c'est compliqué. C'est le morceau le plus difficile qui arrive, absolument pas. On s'en va pour préparer notre terrine. Tous les ingrédients dont on a parlé, on va venir les mettre tous en même temps dans le bol, mais dans un ordre réfléchi. On commence par mettre l'oignon coupé en 4 avec nos gousses d'ail à l'intérieur. On va venir ajouter le persil, comme ceci. Ensuite, on va venir ajouter le porc, donc les morceaux de porc, comme ceci. On ajoute le bacon, d'accord, directement par-dessus. Puis, oh, il y en a un qui s'est échappé. On va venir ajouter nos foies. Donc là, on va les pêcher pour éviter d'avoir tout le jus, tant qu'on peut, comme ceci. Nos petits foies de poulet, viens-t'en. Hop. Notre chair à saucisse, comme ceci, sur le dessus. Qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque notre œuf. C'est difficile, hein? Ouh, c'est difficile. Les pistaches. Le poivre. Ouh, le poivre. Le sel. Hop, hop. Et voilà, on a tout dans le bol. La terrine va se faire en une seule fois. Si ça, c'est pas compliqué, oui, c'est possible avec un TM31, un TM5, un TM6. Tout le monde peut faire cette recette sans aucun problème. C'est bon? Donc là, on s'en va. On referme. Par contre, comme il y a beaucoup de stock, on va venir placer la spatule à l'intérieur qu'on tient fermement. Puis là, on va programmer 20 secondes vitesse 7. Et j'aide avec la spatule à l'intérieur du bol.
comme ceci, ça secoue, c'est normal. Alors ça secoue, c'est normal, je vous l'ai marqué dans la fiche recette, ça secoue parce que le bacon a des fils, ça se prend un peu, ça travaille, mais c'est bien parfait, c'est ça qu'on veut. Allez, regardez-moi voir ce résultat. Prêt? Vous allez voir, c'est surprenant. Alors, bon, c'est de la viande, c'est sûr, là, mais regardez les beaux morceaux, regardez tout. Vous voyez ça? On voit qu'on a nos morceaux d'oignon, on voit encore des morceaux de viande, on voit le persil, on a une super terrine, c'est fait, terminé. Alors, on récupère donc notre fameuse terrine chemisée de bacon pour une recette un peu plus gourmande, vous vous rappelez? C'est pas obligatoire, c'est parce que j'avais du bacon en trop, donc tant qu'à faire comme ceci. On va prendre notre farce, puis on va venir la verser à l'intérieur de la terrine. Vous les voyez, les beaux morceaux qui tombent de là? C'est cool, non? Facile, hein? Franchement, ça vaut pas la peine. Alors, ça c'est pareil, j'en fais une énorme parce que c'est spectaculaire, mais tu peux aussi faire des plus petites terrines. Tu peux en faire plusieurs, ça se congèle super bien, donc tu peux en faire plusieurs, les congeler, puis les sortir à la demande quand tu fais un pique-nique ou quand tu fais un apéritif. Ici, c'est très populaire de faire des soirées vin et fromage. Une terrine comme ça serait champion pour une soirée vin et fromage, parce qu'une belle terrine comme ça, un beau pain de campagne, un peu de charcuterie, un peu de fromage, bouteille de vin, méchante belle soirée. Donc, si tu as fait des petites, t'as qu'à les sortir à la demande, c'est fait. Là. Ok, une fois qu'on a fait ça, on va juste rabattre un peu, hop, nos petits morceaux de bacon qui sont comme ici. Ici, on va venir remettre ça par là, comme ceci. Et là, mon cochon, ma cochonne, qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas pire, là, non? On l'a, là, hein? Donc, tout est bon dans le cochon, oui, exactement. Donc là, jusque-là, c'était franchement pas compliqué. Ce qui était compliqué, c'était les explications que je vous ai données pour rendre les choses simples. Quelle dimension la terrine? Bon, je sais pas trop où là. Ça fait quoi? Peut-être un 30 ou 35 cm. Je suis pas très bonne avec ces mesures, mais peu importe, parce que regarde, je l'ai fait aussi dans celle-là, puis ça a été. Puis si ta terrine est un peu plus courte, elle sera juste un peu plus bombée, ta terrine de viande, donc ça ira bien. Donc ça s'en va. 1h30 au four à 425. La première heure à découvert. Et au bout d'une heure, on met un papier d'aluminium sur le dessus pour la dernière demi-heure. Vous pouvez dès le départ couvrir avec un couvercle si vous avez une terrine à couvercle ou avec un papier d'aluminium. Mais moi j'aime bien le côté brûlé, c'est pas le mot là, mais le côté croûté d'une terrine de campagne sur le dessus. C'est pour ça que je laisse 1 heure à 425 Fahrenheit bien sûr ou 220 Celsius. Puis ensuite une demi-heure, toujours à 425, 220, mais avec un papier sur le dessus. Si on a fait les terrines plus petites, à ce moment-là, on va jouer sur le temps de cuisson. Mais quoi qu'il arrive, à part si tu fais vraiment des individuels, parce que tu pourrais faire des individuels dans des petits ramequins aussi, ce serait tout à fait possible. Mais c'est sûr que si c'est des demi, il va falloir au moins y aller à 1 heure, 1 heure et quart, puis il faut que tu joues ton temps là-dessus. C'est quand même, il y a de la viande, il y a tout ça de cru. L'astuce, c'est que quand on veut savoir comment c'est cuit, si c'est cuit, tu vas sortir ta terrine, tu vas prendre un petit couteau d'office, tu plantes ta lame dans la terrine jusqu'au fond, tu la ressors, puis avec ta lame, tu appuies sur la terrine. Comprenez-vous, il n'y a pas histoire de regarder la lame, mouillée, pas mouillée, ça ne marche pas pour la terrine, c'est pas ça l'histoire. Parce que ça sera mouillé quoi qu'il en soit, puisque c'est humide à l'intérieur, c'est de la viande. Mais tu piques, puis tu appuies avec ta lame, il y a forcément du jus qui va s'écouler. Si le jus est translucide, transparent, puis juste du gras, c'est cuit, c'est parfait. Si le jus est sanguinolent, vous comprendrez que ça manque un peu et qu'il faut remettre encore 10-15 minutes. Ça va? Hauteur de grille du four. Moi, je mets toujours tout au milieu. On va régler ce problème-là pour toutes les recettes à venir de l'univers. Moi, j'ai un four sans convection et je mets toujours ma grille au milieu, quoi que je fasse. Comme ça, je ne me prends pas la tête, puis ça m'énerve de bouger la grille, etc. etc. C'est bon? Oui, dans des moules à muffins, il n'y a pas de problème. Ok, donc là, on va l'enfourner, parce que c'est ça. Et ensuite, je veux juste finir de vous dire 2-3 petites affaires. Déjà, regardez voir le résultat. Ça ressemble à ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, on va se faire un beau setup. Regardez voir, parce qu'une terrine, ça prend des cornichons, on l'a dit. Notre belle terrine, ça prend un beau pain. Puis, évidemment, notre chutney par ici. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne sais pas trop si vous voyez à l'écran, mais je pense que oui. Ça a l'air pas pire, non? Ce que je voulais vous dire, c'est que ici au Québec, les terrines de viande, oui un peu, mais pas tant. Par contre, ici, on mange très souvent des terrines de viande chaude. Alors, il y a le pâté à la viande, il y a le pain de viande.
C'est pas exactement la même affaire, mais ça ressemble, on va dire, c'est le cousin éloigné. Ça veut dire que si vous avez envie, que vous soyez en Europe ou que vous soyez ici, de manger cette terrine chaude, c'est pas interdit par la loi, il n'y a aucun problème. Alors là, à ce moment-là, je les ferai peut-être plus individuelles, comme dans des moules à muffins, comme a suggéré quelqu'un, ou comme ça. L'affaire, c'est que quand elle est grosse et qu'elle est chaude, elle est plus difficile à trancher. Elle se tranchera plus facile. Elle se tranche là, mais tu sais, tu peux briser des morceaux. Alors que froid, vous voyez bien que ça fait des super belles tranches. Hein. Donc, si vous la mangez chaude, à ce moment-là, je vous invite à accompagner ça avec une concassée de tomates, un coulis de tomates, une sauce tomate un peu épaisse, twistée, un peu bien poivrée, bien relevée. Puis ça sera super bon pareil. Est-ce que ça va? Bon, pas pire pantoute, c'est bon, on est rendu. Alors, j'espère que vous avez aimé. C'est différent de ce que vous avez l'habitude de voir d'habitude, mais justement, je pense que c'est parce que c'est des recettes que vous ne faites pas, parce que vous avez peur que ce soit trop compliqué de trouver les ingrédients. J'espère que peu importe dans le coin du monde où vous êtes, vous avez compris que c'est extrêmement simple. Il suffit de comprendre ce qu'on est en train de faire comme d'habitude, puis on est capable d'ajuster. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? La semaine prochaine, on sait que tous les mardis à 10h30, on a des lives. La semaine prochaine, exceptionnellement, il n'y en aura pas. Je prends une petite semaine de vacances. C'est sûr que ces derniers mois ont été un peu compliqués pour diverses raisons. J'ai hésité longuement. J'avais prévu d'essayer de vous faire quand même un live la semaine prochaine. Mais j'avoue que ça m'a empêché de dormir cette nuit parce que j'ai très peur que le réseau soit pas bon. On est perdu dans un chalet quelque part. Si le réseau est pas bon, si la liaison est pas correcte, ça m'a trop stressé. Ça donne rien de vous faire quelque chose de pas professionnel. Donc mardi prochain, pas de live, congé. Par contre, toute la semaine, je vais vous mettre plein de belles recettes pour rattraper. Vous allez voir, probablement une tarte au bleuet. On va faire du tiramisu avec des fruits et on fera nous-mêmes les biscuits à la cuillère. J'ai plein de belles recettes à vous proposer la semaine prochaine pour compenser le live. Mais bien sûr, après la semaine prochaine, les lives vont reprendre à chaque mardi à 10h30, le temps de l'été, parce qu'à partir de la rentrée, on passera à 2 lives par semaine. Sur ces belles paroles, j'ai hâte de lire vos questions et vos commentaires. Je vous remercie de votre participation active d'ailleurs dans les commentaires et dans les messages. Puis je vous souhaite un bon mardi et j'ai hâte de voir vos belles terrines à venir sur la page. Salut, bon mardi!